Bonjour tout le monde, bienvenue à Balado Prévention, votre podcast sur la santé et sécurité du travail et la sécurité routière, le tout propulsé par Via Prévention, l'ASP Transport Entreposage. Vos animateurs, encore ce mois-ci, j'ai mon collègue Julien. Salut. Comment ça va, Julien? Ça va bien, toi? Ça va très très bien, merci. Alright. Donc moi c'est Samuel, encore un autre épisode de Balado Prévention. Pour ce mois-ci, on y va 100% camionnage. Oh yeah. On va parler, en premier segment, on va parler de fatigue au volant. Est-ce que c'est encore d'actualité? Qu'est-ce qui affecte la fatigue chez les chauffeurs de véhicules lourds? On va se concentrer sur les véhicules lourds. On ne tombera pas dans les mobylettes là, aujourd'hui ou dans les skateboards. Je sais, mobylettes. Camions. Et en deuxième portion, aujourd'hui, on reçoit un invité. On reçoit Steve Bouchard du magazine Transport routier pour discuter de l'industrie du transport, du métier de journaliste. Puis on parle en même temps de sécurité routière. Yes, sir. On passe ça? Dès maintenant. Yeah. De retour à Balado Prévention, on va débuter le premier segment. J'avais mentionné, on allait parler de fatigue au volant. On va commencer par faire une petite introduction et mettre quelques statistiques par rapport au phénomène de fatigue. On va essayer de comprendre aussi qu'est-ce qui pousse un chauffeur à conduire sous état de fatigue. Et je vais finir en peut-être présentant des solutions. OK, Sam. Là, c'est parce qu'à toutes les fois, c'est toujours... Oh, on va parler de ci, des statistiques. Faites ci, faites ça. Toujours, vous êtes pas correct. Je vais vous dire quoi faire. Là, je suis un petit peu tanné de ça. Là, ce qu'on va faire, on va te mettre au défi, toi, parce que là, tu là, tes grandes paroles, puis les bras dans les airs, puis juste comme, OK, go. Faites ce que je dis, pas ce que je fais, là. Bon, fait que là, je t'ai préparé un petit... J'étais sur Internet, les réseaux sociaux, beaucoup de questions. Ça fatigue au volant en général, autant les voitures que les camions. Mais je veux savoir là, vraiment qu'est-ce que tu as à répondre à ça au lieu de juste nous dire quoi faire. C'est bon, je m'essaye. Essaye-toi, là. Je vais essayer d'y aller au meilleur de mes connaissances. C'est un genre de guerre des clans, mais à la fin, je fais pas la split. À la fin, on s'en va. Le grand écart, peut-être. C'est ça. Ouais, c'est ça. Puis après ça, je m'en vais manger une poutine. Alright. Fait que une question qui revient souvent, c'est la fatigue toute l'histoire de la fatigue au volant. Là. C'est-tu pour nous faire peur, cette histoire-là? Y en a-tu tant que ça des accidents liés à la fatigue au volant? OK, ben pour commencer, je vais essayer de m'axer vraiment sur les véhicules lourds, parce que sinon, comme tu as dit, ça peut être assez large. Ouais, véhicules lourds, maintenant. Véhicules lourds, si on regarde les stats de 2010 à 2014, c'est un accident sur 5, un accident mortel qui est lié à la fatigue. Donc... Ouais, mais là, ça devait être du monde qui travaille de nuit. Il n'y a pas de danger. Moi, je travaille le jour. Là, la fatigue, ça me concerne pas. Là. Ben, en fait, Julien, ce qui se passe, c'est qu'il y a un phénomène qui s'appelle les cycles circadiens. C'est comme si, à l'intérieur de toi, tu avais une horloge, puis que tu le veuilles ou que tu le veuilles pas, il y a des moments dans la journée où tu vas être plus fatigué que d'autres. Les deux grands moments où on a une plus grande perte de vigilance, ça va être très tôt le matin, mettons entre 1h et 6h le matin, et tout de suite en début d'après-midi après le dîner. J'imagine que tu as déjà vécu, que ce soit même à l'école, là, pas nécessairement à la fatigue ou à ton travail. Après le lunch, après avoir mangé, il me semble qu'il y a un creux là, de 1h jusqu'à environ 3h. Ça, c'est des phénomènes naturels. Ton corps est réglé comme ça, ton corps diurne qui fonctionne de jour, tu es réglé de même. Fait que tu travailles de jour, que tu travailles uniquement de jour, tu vas finir par ressentir des épisodes de fatigue, que tu veux ou non. Comment ça s'appelle, ça? Le cycle circadien. Circadien, c'est pas ça qu'il y a dans le lit là, qui est pas pour les allergies? Là? Ça, ce sont les acariens. Ah, OK. Je ne sais pas si eux, les acariens ont un cycle circadien. Faudrait. Puis la sagouine, c'est où ça?
Je pense que c'est au Nouveau-Brunswick, mais je suis pas correct. Ça, c'est les Acadiens. Les Acadiens. OK, ça. OK. Bon. Elle est effrayante. Elle est effrayante. C'est bon. Mais là, ben c'est ça. Moi, j'ai, je sais pas, 20, 25, 30. Je suis jeune, là. J'ai de l'énergie. Je suis capable de passer par-dessus la fatigue. Ben, ça va peut-être pouvoir... Tu vas peut-être arriver à passer par-dessus certaines épreuves, peut-être des moments où ton âge va t'aider à reprendre du sommeil. Mais que tu sois jeune ou que tu sois un peu plus âgé, si tu te reposes pas suffisamment, tu vas finir par écoper. Puis surtout quand on est jeune, dépendamment de nos situations familiales, si tu as des enfants, si tu as des habitudes, tu aimes aller sortir dans les bars le soir, après ta semaine de travail, mais ça vient à un moment donné difficile de récupérer sur un sommeil que tu as peut-être manqué durant ta semaine de travail. Mais là, si la job... moi, mettons, j'ai une job, là, puis c'est à cause de l'overtime, les circonstances, ça me pousse à travailler sous l'effet de la fatigue. Je n'ai pas vraiment le choix, là. C'est vrai que le travail est une des causes de la fatigue. Il y a 3 facteurs, si on peut dire, là, qui peuvent influencer quelqu'un à conduire sous l'état de fatigue. Tu l'as mentionné à ta question précédente, des caractéristiques personnelles. Mon âge, mon état de santé, mes habitudes de consommation d'alcool, de drogue, mes habitudes alimentaires, la qualité de mon sommeil. Mais par rapport au travail, c'est vrai que si j'ai des horaires variables, on me fait travailler des fois de jour, des fois de nuit, des fois de soir, je commence jamais aux mêmes heures, la charge de travail, le stress, la durée de ma période de travail, ça va influencer ma capacité de me reposer. Puis il y a un 3e volet, je ne sais pas si tu vas avoir une question là-dessus, mais au pire, je te prendrai d'avance un petit peu. Il y a aussi des causes liées à l'environnement. Donc, le véhicule que je conduis, où est-ce que je conduis, dans quelles sont les conditions climatiques, ça va avoir une certaine influence. Ouais, mais justement, des fois, là, c'est à cause de la route. Là. Il fait pas beau, je suis jammé, trafic, conditions routières. Tout à fait, tout à fait. On revient au point de tantôt. Tu commences de bonne heure, tu es direct dans l'heure du trafic. En plus, tu as dormi une nuit so-so. Tu t'en vas te mettre dans des véhicules, dans le fil, tu avances à peu près pas. Je peux imaginer qu'à un moment donné, tu vas pogner le fixe. Puis ça se peut que tu aies une collision ou un accident de la route. Mais c'est sûr qu'une route tu fais une longue journée de route sur un chemin plat, en ligne droite, l'asphalte est neuve, ça vient redondant, surtout si c'est une route que tu fais régulièrement, tes sens sont pas nécessairement sollicités, ça peut amener des épisodes de fatigue. Mais tu sais, j'imagine que aussi la fatigue c'est relatif personne en personne. Tu sais, moi, mettons, on dit, je sais pas, souvent dans le temps, il faut dormir 8 heures par jour. Mais moi, j'ai toujours dormi 5 heures par jour. Je suis habitué à ça, là. Fait que est-ce que il faut-tu que j'écoute justement ces statistiques-là? Comment ça marche? 8 heures est une moyenne. C'est sûr que chacune des personnes peut être différente. On ne dort pas nécessairement aux mêmes heures, même durée. Peut-être qu'avec toi, 5 heures, prends-toi par exemple, 5 heures, ça te convient. Peut-être pour démarrer ta journée, tu es sharp le matin, tu es allumé, c'est là où tu es le plus productif. Mais plus la journée va avancer, plus tu risques de crasher. Puis là, si tu as à prendre ton véhicule pour retourner chez vous, ben là, tu te mets un peu plus à risque parce que tu risques d'être moins vigilant. Et ce qu'on note dans la littérature, c'est qu'un manque de sommeil va mener à l'accumulation d'une dette de sommeil. Donc, tu t'accumules des heures en banque qu'un jour, tu vas devoir rembourser. Il va falloir qu'à un moment donné, tu vas pogner un plafond, tu ne seras plus fonctionnel. Le seul moyen que tu vas avoir, ça va être de te reposer. Mais là, on parle de reposer. Il y a le sommeil, mais tu sais, j'imagine, je sais pas, là, moi, j'aime ça boire un café le matin, je sais pas, moi, un petit café, un petit Gatorade, peut-être un petit Red Bull avec ça. Ça doit bien compenser un peu. Ça va peut-être te donner un petit prime d'énergie avec le sucre, avec la caféine, mais l'effet est momentané. Si c'est ta seule solution de te fier sur des boissons sucrées ou des boissons énergisantes, tu risques de te tirer dans le pied. Surtout sachant que nos camionneurs à l'écoute, les semaines sont longues, c'est des journées en solitude dans le véhicule. Des longues journées et des longues semaines, juste se fier sur le café, c'est prendre une chance, c'est courir après le trouble.
Mais, OK. Puis sinon, écouter de la musique, là, mettons, moi, j'aime bien, je sais pas, AC/DC, les Stones, Led Zepp. Si t'es rendu à utiliser cette musique-là comme moyen de rester réveillé au volant, ça fonctionne pas. Tu vas finir... C'est pas ça qui va t'empêcher de dormir là, si t'as un point tel où ta dette de sommeil, elle est immense. Là. Tu repousses toujours ton sommeil à plus tard. À un moment donné, tu vas pogner le mur. Mais là, OK. Fait que là, t'as rien à me dire, mettons, là, moi, là, je suis sur la route, mon petit café, j'écoute Stairway to Heaven, je suis rendu à la fin, il y a le solo, puis là, je baisse ma vitre juste un peu pour avoir de l'air, là, tu sais, avoir le toupette dans le vent. Tu sais, là, ça me revigore, là, je me sens dedans, là. Je sens que je peux faire le dernier stretch, là. C'est correct, ça? Ben, ça peut faire une différence. Si tu as un accident, au lieu d'avoir un accident avec la fenêtre baissée, tu vas avoir un accident avec la fenêtre ouverte. C'est à peu près ça la différence. Ah, ouais. Mais là, OK, mais là... Ça l'a pas, le vent n'a pas un effet revigorant. Là. Je vais avoir fret à la face. Peut-être une oreille, une partie de la joue. Là. Fait que je fais quoi? Ben, la solution pour récupérer, pour se reposer, pour récupérer du sommeil, ben, c'est de dormir. Il n'y a pas bien de solution miracle. Il y a certains ajustements qui peuvent être faits dans une entreprise. Exemple, on en a parlé tantôt, l'ajustement des horaires, essayer de donner un horaire plus régulier. Si je travaille tout le temps de nuit, ben, au moins, je vais arriver à m'adapter d'une certaine manière. D'essayer de limiter le temps de travail dans une journée. Puis si je pense à moi en tant que conducteur, ben je vais essayer de manger des repas légers, pas essayer de manger trop lourd ou pas trop sucré là, avec des Red Bull, des cafés. Je vais essayer de me donner des temps de pause. Les conducteurs de véhicules lourds doivent respecter de la réglementation sur les heures de conduite. Le règlement me force à prendre du repos. Ben, que je le prenne. Je peux faire juste une petite sieste. Au moins, ça va peut-être me redonner de l'énergie jusqu'à ma prochaine période de repos que je vais devoir prendre. Mais il y a une foule de choses qu'on peut faire là, pour essayer de mettre les chances de notre bord, pour essayer de récupérer de nos semaines qui peuvent être difficiles, qui peuvent être à un certain point ennuyantes. Là, en tant que camionneur, là, les périodes les plus difficiles, c'est quand je suis rendu chez mon client, j'ai roulé, je me suis amarché pour être à l'heure, et là, le rendez-vous, il y a du délai, je suis pogné pour attendre dans mon camion pendant 2-3 heures, qui ces heures-là sont encore considérées comme du temps de travail, c'est même pas mon repos. Là, ça vient dur de joindre les deux bouts là, dans ma journée, d'être productif, mais en même temps d'être sécuritaire pour moi-même. OK, je comprends. Fait que dans le fond, tu sais, on parle. C'est vrai que c'est des vraies questions qui reviennent souvent, là, puis bon, on joue un peu, mais à travers ça, il reste quand même qu'il faut quand même regarder un peu aussi sa routine personnelle. Donc, si moi, par exemple, j'ai des habitudes qui sont, je sais pas, qui causent... je me rends compte que je suis souvent fatigué, puis je me trouve souvent en état où j'ai besoin de repos, puis que tous les trucs qu'on a donnés, les faux trucs, dans le fond, comme la musique, le vent, tout ça, je me rends compte que j'ai souvent recours à ça. J'imagine comment je fais pour comment je fais pour m'informer de ce que moi je peux faire. Un des meilleurs outils qui existent, ce sont les documents sur la fatigue qui ont été faits par la SAAQ. Si vous allez sur le site de la SAAQ, vous allez avoir des documents simples qui vont donner vraiment des outils concrets pour un chauffeur, même pour une entreprise. Si vous avez des gestionnaires ou des superviseurs à l'écoute, vous allez avoir accès à des ressources concrètes pour vos compagnies. Sinon, si on y va plus large, il y a eu un projet qui a été fait avec la SAAQ, avec le gouvernement américain, le FMCSA, et ça s'appelle le Programme nord-américain de gestion de la fatigue. C'est très gros, c'est une grosse machine qui, en fait, a développé des outils d'information pour les chauffeurs, pour les familles des chauffeurs, pour les gestionnaires premier niveau, pour les dirigeants d'entreprise, pour les clients, pour les expéditeurs de marchandises, pour essayer de trouver des solutions, pour amener des pistes, pour simplifier la vie de tout le monde,
pour que les chauffeurs puissent rouler en sécurité puis que ça ne devienne pas une gamique là, dans laquelle on ne peut plus se sortir. Ouais, super. Et good. Écoute, j'ai pas noté ton score, mais Est-ce que ça a fait du sens? Oui, là, je sais quoi répondre. Je sais quoi répondre quand mes chums veulent partir fatigués. Juste essayer de trouver un compromis pour pas justement être victime de fatigue au volant. Et mais c'est tout à fait ça. C'est pas juste, en fait, de soi-même dire « bah je peux-tu conduire? Je vais être correct cette fois-là. » C'est si je prends cette décision-là de conduire, est-ce que je mets d'autres usagers de la route à risque? Est-ce que le fait d'être tellement fatigué, mes réflexes sont pas là, je suis pas capable de gérer mes distances, est-ce que lorsque je vais arriver à une intersection, je vais voir un piéton, il va y avoir un piéton, mais je ne l'aurai pas vu parce que je vais être en train de dormir ou je vais avoir le fixe sur une lumière au loin. C'est une décision qu'on prend à ce moment-là. Puis c'est de grand intérêt là, de sécurité routière. Est-ce que je conduis? C'est des facultés affaiblies, en fait. Ouais, c'est ça. C'est comme... tu moins payes de la boisson. Ce qu'on constate dans des statistiques, c'est que 90% des policiers ont déjà arrêté quelqu'un qui était sous état de fatigue, mais sa manière de conduire suggérait qu'il était chaud. Ah, bon. Donc, c'est à peu près la même manière. On va zigzaguer, on va freiner sec, on va accélérer brusquement, on a de la difficulté à gérer les distances, puis on a des épisodes de mini-perte de mémoire. Là. J'ai-tu pris ce sortie-là? J'ai-tu fait mon stop? C'est le même principe de conduite. Plus on va rester éveillé longtemps, plus on va se rapprocher de quelqu'un qui est vraiment en boisson, là, qui est vraiment chaud au volant. Donc, à ne pas faire. Non, absolument pas. OK. All right. Good. On est plus renseignés. Et aussi, je pense que même chez Via Prévention, on donne des conférences. Oui, on a une conférence sur la fatigue au volant. Si jamais c'est un sujet qui vous intéresse, que vous voulez approfondir, que vous voulez présenter à vos collègues ou en tant que gestionnaire, en tant que superviseur, vous voulez amener dans vos réunions de comité ou si vous avez une journée thématique sur la santé, sécurité ou la sécurité routière chez vous durant l'année, vous pouvez entrer en contact avec nous via prévention.com. Puis on regardera qu'est-ce qu'on peut faire là, pour vous, essayer d'aller parler de fatigue, de prévenir la conduite sous état de fatigue. Tu peux-tu répéter, c'était quoi la journée? La journée de sécurité routière? Ouais. Une journée de sécurité routière. Ouais, c'était très mâché comme phrase. Je m'en excuse. J'attendais juste que tu finisses pour te niaiser. Alright, super. Ça finit notre premier segment? Yes, sir. On prend une courte pause et on vous revient. Merci d'être à l'écoute de Balado Prévention. Encore ce mois-ci, on est en train de créer une légende. On vient de bâtir un monstre. Là. Une dynastie. C'est le mot juste. C'est le mot juste. Si vous avez des suggestions de sujets, des suggestions d'invités à nous faire, faites-nous les parvenir à viaprévention.com. Vous pouvez également aller sur notre page Facebook pour nous faire parvenir vos commentaires. On vous invite également à aller sur iTunes, donner 5 étoiles à Balado Prévention. Et j'ai des petites blogs à faire des événements qui vont arriver dans les prochaines semaines. Colloque du Comité technique du camionnage du Québec le 21 septembre prochain. Je serai animateur de ce colloque-là qui va parler de la sécurité dans les ateliers mécaniques, sécurité dans les garages de véhicules lourds. Via Prévention va tenir son colloque annuel le 9 novembre prochain au Club de golf métropolitain à Anjou. Encore là, si vous voulez plus de détails, via prévention.com. Et on a sorti dans les derniers jours un tout nouveau guide sur la gestion de l'alcool et des drogues en milieu de travail. Allez voir ça. Je pense que je l'ai dit tantôt, via prévention.com. C'est la référence. Et sur ce, on passe au deuxième segment. On est de retour au deuxième segment de Balado Prévention et on est en compagnie de notre invité, M. Steve Bouchard. Salut Steve. Salut. Ça va bien? Ça va très bien, merci. Super, good. Steve, merci d'avoir accepté l'invitation de venir à Balado Prévention. Merci d'avoir passé à moi.
Pour les gens qui ne connaissent pas Steve Bouchard... Ben là, il y a du monde. Oh, il y en a. Probablement quelques-uns. Steve est rédacteur en chef du magazine Transport routier et tu es en charge aussi de tout ce qui est les nouvelles du routier, je crois. Oui, tout ce qui est connexe un peu. Là, c'est sûr qu'avec les années, les médias sociaux aussi se sont ajoutés, tout ce qui est Internet, les sites web. Chaque publication a son site web. Ce qui vient avec ça, c'est les bulletins qui sont ou à la semaine ou aux 2 semaines. Là, on en a 2. Il y en a un qui c'est pour les nouvelles, l'autre c'est pour les nouveaux produits. Fait que, je supervise un petit peu tout ça. Ouais. Super. Et pour, encore là, placer un peu notre invité, il est le seul journaliste de camionnage au Québec à avoir gagné un prix Kenneth R. Wilson de la presse spécialisée du Canada, l'or et l'argent 2 fois chacun. Et ça, c'est par rapport à des réalisations exceptionnelles des professionnels de la presse spécialisée au pays. J'ai fait mes petites recherches. Ben oui, c'est bon ça. C'est bon ça. Donc, c'était par rapport à quoi ces articles-là? En fait, ces prix-là qui sont en train d'être en fait remaniés, là, parce qu'il y a eu des changements au niveau des groupements de presse, mais en fait, ça récompense le journaliste B2B, affaire à affaire, là, business to business au Canada. Donc, c'est seulement des revues spécialisées. Donc, il y a des magazines d'électricité, il y a l'actualité médicale, là, des trucs comme ça là-dedans. Fait qu'à chaque année, il y avait différentes catégories. Puis c'est sûr que nous, on soumet des textes là, dans des catégories qui nous sont plus proches de nous dans le transport. Puis, écoute, sur une 12aine d'années, j'ai ça là, je pense que c'est 4 au total. Oui, c'est ça que j'ai trouvé. Oui, c'est ça. Écoute, c'est sûr qu'on fait pas ça pour ça, mais quand on en a un, nos boss sont bien contents de nous autres aussi. Je peux comprendre. T'es rédacteur en chef du magazine. Ouais. Le magazine a près de 20 ans maintenant? Oui, en 2000, ça a 17 ans. Comment s'est faite ton arrivée chez Transport routier? En fait, moi, j'avais déjà fait 3 ou 4 ans dans un autre magazine de camionnage. Okay. Et pour différentes raisons, là, j'étais à mon compte depuis une couple d'années. Puis je connaissais le groupe Newcom à Toronto depuis longtemps. Puis il y avait un rédacteur qui est encore là, qui est mon patron maintenant, qui est le vice-président de rédaction, Ralph Lockwood, qui est une sommité mondiale. C'est probablement le meilleur journaliste de camionnage au monde parce que j'ai l'occasion d'aller en Europe pour le travail. Puis Ralph, on voit que... Puis moi, j'avais toujours voulu travailler avec ce gars-là, apprendre de lui. Puis un bon jour, il m'appelle, il dit on aimerait ça avoir un magazine au Québec. Est-ce que tu serais ouvert à ce qu'on parte de quoi? Puis là, moi, c'était comme oui, absolument. Je veux travailler avec ce gars-là. Puis j'avais eu des expériences intéressantes de pige un peu. Puis je voyais que c'est une compagnie sérieuse. Fait que on a commencé ça comme ça, très modestement, 6 publications par année à 32 pages. On est à 10, je suis en train de terminer un 88 pages. Fait que ça là, en 17 ans, c'est sûr que c'est plus du tout les mêmes proportions. Là. Est-ce que tu faisais de la pige dans le camionnage auparavant ou tu es arrivé là, nouveau dans cette industrie-là? En 94, de 94 à 97, 18, j'ai travaillé pour un magazine de camionnage. Donc, j'avais une expérience de 3-4 ans là-dedans. Les 2 ans de pige, entre-temps, je faisais de l'automobile, je faisais du camion, je faisais de la logistique. Fait que ça finit toujours par des choses qui ont des roues en dessous. Là. Mais c'est ça. Quand j'ai commencé, je répète souvent que je connaissais absolument rien au camionnage. Je connaissais Peterbilt puis Mack. Okay. Mais comme nom, là, je ne savais même pas identifier c'était quoi. Moi, j'ai un bac en communication. Je viens de la campagne. Je voyais passer des camions de temps en temps, mais aucune idée. Fait que j'ai vraiment appris sur le tas. Éventuellement, je suis allé chercher ma classe 1 quelques années plus tard. J'ai fait mon cours. Je suis plus fier de ma classe 1 que mon bac parce que j'ai travaillé pas mal plus fort pour l'avoir. C'était vraiment, pour moi, je suis plus intellectuel que manuel. Fait que j'ai rushé. Puis la mise, faut que tu réussisses ta marche arrière en minimum 3 fois. La première fois, là, c'était tout croche. Il a fallu que je retourne. Fait que j'ai pioché vraiment. Je suis super fier d'avoir ça maintenant. C'est important pour moi d'avoir ça par respect pour mes lecteurs. Savoir un peu au moins c'est quoi un camion. Puis là, en plus, ça me donne la chance de faire des essais routiers justement de lundi à mercredi. J'étais à Seattle chez Kenworth, Packard en fait, parce que c'était Packard Peterbilt. Ils ont présenté une nouvelle transmission.
Puis il y avait des camions, puis on était 4 journalistes sur 15 qui avaient leur permis. Fait que les 4, on part avec le camion, nous autres. Fait que, en plus, c'est le fun d'avoir ça. Là. Est-ce que ça influence? Est-ce que tu as vu un avant et après avoir obtenu ce permis-là? Quand tu écris quelque chose, le feeling est différent ou ta vision de rédaction est différente? Écoute, je demeure très novice face aux gars, puis je suis très, très humble face aux gars qui gagnent leur vie avec ça. Puis, je n'irai jamais faire à croire que je comprends parfaitement comment marche un rapport de différentiel. Mais ça me donne une petite coche de plus, c'est sûr, parce que quand tu fais un essai routier, puis tu parles du camion, tu n'en parles pas de la même façon que quand tu es assis à droite ou à gauche. À gauche, tu as tous les feelings, tu le sais, tu n'as pas besoin de gagner ta vie avec un camion pour voir comment la transmission, dans ce cas-là, réagit, comment le camion, le feeling de la conduite. Fait que oui, ça change. Je me sens plus confiant d'aborder des choses. Je suis capable d'aborder des aspects de l'essai routier que d'autres n'ont pas. Là. C'est sûr que c'est intéressant pour ça. Là. OK. Ah, c'est quelque chose, j'ai vécu un peu la même chose ici en arrivant. J'avais aucune notion le camionnage t'atterrit ici, puis je connaissais pas ça, mais avec le temps, c'est sûr que quand on arrive à aller chercher une expérience plus terrain, à comprendre le milieu un peu, notre vision, notre approche avec les gens, avec la manière qu'on écrit des textes va changer aussi. Là. Ouais, il y a beaucoup, là, ces temps-ci, les camions sont de plus en plus équipés de technologies de sécurité active. Puis c'est vraiment le fun d'essayer ça, là, les systèmes de régulation de vitesse adaptative, de freinage assisté. C'est génial, là, les camions. J'ai été parmi les 6, j'ai eu la chance justement parce que j'ai mon permis d'être parmi les 6 premiers journalistes au monde à avoir un permis pour conduire le camion autonome. Okay. On a eu une petite formation là-dessus, ils nous ont expliqué. Puis c'était au Nevada, parce que le Nevada est le seul État américain qui accepte les camions autonomes. Lui, c'est un niveau 3 sur 4. Donc, c'est sûr qu'il y a quand même une assez bonne interaction quand tu n'es pas sur l'autoroute. Mais ça m'a permis d'essayer ça. Puis, en fait, ça, c'est un regroupement de tout ce qu'il y a de technologie maintenant d'antidéviation de voie, puis justement d'adapter la vitesse au véhicule devant. Un véhicule autonome, c'est la combinaison de tout ça. Donc, puis ces temps-ci, c'est beaucoup ça qu'il y a. Puis, quand tu parlais d'être sur le terrain, bien là, tu es sur le terrain, puis tu vois comment il réagit, puis tu vois c'est quoi qu'ils font cette technologie-là. Fait que ça s'en vient, là. C'est l'aspect, là, je trouve, le plus bouillonnant de l'industrie présentement. Là. Mais c'est quoi le feeling? Est-ce que tu te sens en sécurité derrière un volant d'un camion qui est comme capable de se conduire tout seul? Quand j'ai fait celui de le camion autonome, ben là, tu peux lâcher le volant juste sur l'autoroute. Fait qu'il y a une certaine série de manœuvres à faire. Ça ressemble beaucoup à un cruise control, dans le fond. Okay. Fait que là, quand j'ai pesé sur le bouton, puis là, il est en mode autonome, oui, il y a une espèce de feeling bizarre. Tu dis là, il faut que je me laisse aller à la machine, puis je lui fasse confiance. Ben ça disparaît en 3 minutes. Tu vois bien que le camion, il reste là. Puis il y avait des vents latéraux, puis le camion, il se replace tout seul. Puis, mais oui, il y a un petit moment bien bizarre. Puis c'est drôle aussi, j'ai demandé avec un ami qui a une flotte de camions. Lui, il a acheté des camions avec pas mal ce qui était disponible l'année passée de technologie de sécurité active. Fait que là, lui, ce camion-là, il est équipé de la première version de Bendix Wingman qui fonctionne avec des radars et pas de caméra. Donc, il va suivre, il va s'adapter à la vitesse, mais il ne détecte pas les objets stationnaires. Parce que si, par exemple, il y a un pneu ou il y a un morceau de fer dans l'autre, lui, il va continuer. C'est stationnaire pour pas justement arrêter pour rien. Mm-hmm. Fait que là, j'étais avec mon chum qui avait camion. Puis là, on dit, il y a toujours du trafic. On s'en revenait. On a fait vraiment une demi-journée sur la route avec. Il y avait du trafic, ça à 30. On savait que ça bloquait tout le temps là à 30. On le voyait de loin. Là, j'ai dit, on l'essaye-tu? Vas-tu arrêter sinon? On l'essaye-tu? On l'essaye-tu? Fait que là, il dit, oh, oui, ça va arrêter. OK. Fait que là, tu vois, tu vas avancer. Là, tu vois, là, il se rapproche. Je suis quasiment sûr. Quasiment. Fait que là, on voit les... T'es sûr, là? Il dit, oui, je suis sûr. Là, plus ça va, t'es vraiment sûr? Il dit, ben, pas mal. Fait que là, j'ai dit, OK. Là, je vais... du 20%. Fait que là, j'ai dit, non, je vais breaker, je serais pas grave. J'ai dit,
Puis c'est drôle, parce que cette semaine, j'étais avec un ingénieur de cette marque de camion-là qui est pour essayer la même chose, puis j'y explique ça. La même histoire, là. Il dit non, il aurait foncé dedans parce que pour les objets stationnaires, il n'arrête pas. C'est le fun de l'apprendre après. Et là, maintenant, ils ont développé la nouvelle version qui va s'arrêter aux objets stationnaires, mais c'est ça, j'aurais scrappé le camion. Parce que je me souviens avoir vu, peut-être il y a 1 an ou 2, des camions d'une marque suédoise. Oui. Qui avait je pense qu'il freinait, il déclenchait les freins d'urgence, il y avait quelque chose, un obstacle qui arrivait en avant, mais la distance qu'il avait de besoin pour arrêter, c'était minime. Fait que, j'imagine que tu étais au volant, tu as le même un peu la même vision. Tu es sûr que tu vas rentrer dedans, même si tu sais qu'il va embarquer. T'es rendu à côté, t'es quasiment rendu dedans, mais tu vas arrêter une couple de pouces. C'est fou là, qu'il soit capable de calculer ça puis d'appliquer les freins assez fort pour... mais regarde, c'est rendu là, puis c'est vraiment cool que ça... Mais oui, c'est dur de faire confiance 100% en technologie. Mais cette technologie-là, justement, des véhicules autonomes, donc dans le fond, si je comprends bien, on est en train de conduire, on peut mettre en mode autonome. Et je suis sûr qu'il y en a plein, mais les principales... avantages, les raisons pour qu'on a conçu ça, c'est quoi? Est-ce que c'est pour la facilité pour les camionneurs, pour le repos? Pour le repos. Écoute, c'est surtout ça. C'est que le camionneur, à ce moment-là, c'est beaucoup plus sécuritaire du fait que la technologie va justement réagir à des situations qu'un camionneur va peut-être le faire en retard. Mais c'est beaucoup pour... On parle que... Moi, je pense que la raison, c'est qu'on ne peut pas empêcher un ingénieur de chercher puis de pousser la technologie. Oui, c'est sûr. La raison derrière ça, c'est que il y a une pénurie de chauffeurs. Éventuellement, est-ce qu'on va être capable d'envoyer des camions sans chauffeur dedans? Ça va régler une partie de la pénurie. Moi, je crois vraiment pas je pense pas de voir ça de mon vivant, là. Puis oui, effectivement, c'est moins fatigant. Le petit bout que j'ai fait sur l'autoroute au Nevada, c'était pas très long, mais t'as pas, justement, il ventait, t'as pas à toujours dresser. Il va tout seul. Fait que tout ce que tu as à faire, dans le fond, c'est de surveiller, puis d'intervenir s'il dit d'intervenir. Puis quand tu arrives à la sortie d'autoroute, ben là, il faut que tu prennes le volant, puis pour tourner. Mais moi, ils disent, c'est Freightliner qui a fait ce camion-là. Puis avec les études qu'ils ont fait, ça baisserait de la fatigue de 25%, puis j'aurais tendance à croire que oui. Justement du fait que c'est un peu comme conduire avec ou sans un régulateur de vitesse. Puis celui que j'ai essayé, là, justement, le mardi, c'est tellement cool à conduire que tu le sais que tu n'en auras pas d'accident. C'est impossible. C'est impossible à moins qu'un avion te tombe dessus parce que j'ai pris la voie de droite, j'ai mis ça à 60 000 à l'heure là-bas. Puis c'est sûr que lui, il faut que tu tiennes le volant, là, mais tu n'as pas à te casser la tête de freiner, de réaccélérer. Lui, il va toujours s'ajuster au véhicule devant. Fait que je trouve que c'est beaucoup moins fatigant. Puis là, maintenant, c'est toutes des transmissions automatisées. Les gars, ils n'ont même plus besoin de changer de vitesse. Fait que c'est de l'évolution qui fait que moi, je pense qu'en fin de compte, oui, ça va permettre aux chauffeurs d'être un petit peu moins fatigués, moins d'intervention durant une journée de travail, là. Est-ce qu'avec toutes les entreprises que tu rencontres, les manufacturiers, mais aussi les entreprises québécoises qui achètent ces camions-là, on parle souvent d'ajustement, de s'adapter aux changements technologiques, d'accepter le changement dans une entreprise. Est-ce que tu le ressens avec des choses comme ça au niveau de la sécurité, mais peut-être même juste avec les transmissions justement manuelles, automatiques, là? J'imagine que si on recule une dizaine d'années plus loin, transmission automatique, c'est peut-être même pas... c'est sûr que les gens étaient vraiment... C'est en train de changer, ça. Il y avait le côté macho que c'est pas des transmissions de camionneurs, mais je serais même plus sexiste que ça comme commentaire, là, pas mal. Mais non, c'est en train de changer, puis beaucoup. Puis à chaque fois que j'en parle avec un propriétaire de flotte, c'est toujours le même commentaire. C'est les plus vieux, les plus machos sont toujours « Ah, tu ne feras jamais chauffer ça ». Puis une fois qu'ils l'ont pris, ils ne veulent plus se la faire enlever. Okay. C'est tout le temps, c'est 100% du temps, là. Il reste quelques vraiment des vieux de la vieille, là, qui c'est important pour eux autres, puis sont habitués de même, mais l'acceptation est de plus en plus là. Puis de toute façon, là, les compagnies de camions vendent entre 70 et 90% de leurs véhicules avec des transmissions automatisées maintenant. Il y en a à peu près plus de manuels. Puis si tu regardes les jeunes,
peut-être ta génération est plus jeune, vous n'avez même pas accès à une voiture manuelle. Il n'y a pas beaucoup de modèles. C'est rendu quasiment l'option d'avoir l'auto C'est quasiment une option. Donc, les jeunes n'apprendront plus à conduire manuel. Il y en a même. Ils vont faire quoi pour conduire un camion manuel désynchronisé, là, qui n'est pas synchronisé, c'est encore bien pire à conduire. Fait que ça s'en va vers là, puis c'est bien correct comme ça. Là. Puis pour l'acceptation, l'industrie est très conservatrice, puis il y a toujours des leaders, des early adopters, là, qu'ils appellent, puis il y a toujours ceux qui observent. Il y a 4 early adopters, puis il y en a 10 000 qui regardent. Mais un coup que la preuve est moindrement faite, ça embarque. Là, il y en a, les compagnies commencent à acheter là, beaucoup de technologies de sécurité active. C'est plus abordable aussi. C'est plus facile à acheter. Mais une fois qu'ils ont vu que ça marchait, puis les propriétaires de ces compagnies-là, ils ont ces technologies-là dans leur auto aussi. Là. Ils savent si c'est bon pour eux, ça doit être bon pour leur chauffeur. Donc, non, l'adoption est quand même assez bonne. Là. Mais il y a peut-être que le premier réflexe, vu que c'est un domaine qui a toujours été à la base un peu plus manuel, la peur de... Là, je mets ça plus grand, mais peut-être de se faire voler de l'emploi aussi, peut-être. Justement, on parle des camions autonomes, en fait. Ah, ben oui. Là, c'est sûr que j'imagine qu'il y a un camionneur qui voit ça, il dit, ben là, c'est quoi la prochaine étape? C'est un camion pas de chauffeur. Je veux-tu encourager ça, puis tout? Ouais, mais en même temps, il y a une pénurie. Si on parle du fait qu'il y a une pénurie, mais je suis convaincu qu'il y a trop d'interactions entre... Il y a une chose c'est une chose de rendre un véhicule autonome, de faire qu'il s'en va d'un point A à un point B tout seul. Mais toutes les autres autos ne sont pas autonomes. Là. Le jour que tous les véhicules seront autonomes, déjà, ça sera mieux. Puis là, après ça, il reste les infrastructures. Comment tu vas interagir là, avec les... Comment tu vas savoir qu'il y a un stop ou... si l'autre a un stop. Si l'autre a un stop. Le canal sous l'ange, de la façon que c'est fait, il y a des camions avec des technologies qui détectent ça comme un obstacle et qui freinent. Donc, il y a des... Avant d'arriver à tout ça, puis d'une interaction urbaine, disons, moi, je ne crois pas de mon vivant, puis qu'il me reste peut-être... j'ai 50 ans, là, puis je pense pas de voir ça de mon vivant. Mais d'un certain niveau, oui. Puis si ça peut aider le chauffeur, tant mieux. Mais je pense vraiment pas que ça va... Partant du fait qu'il y a une pénurie de chauffeurs. Ce qu'il y en a qui parlent aussi beaucoup, c'est le suivi en peloton. 3 camions qui se suivent de très près. Un camionneur dans le premier qui vraiment conduit le camion, 2 autres en arrière ou éventuellement personne en arrière. On est au début. On n'est pas là. Je pense que c'est encore présentement plus au niveau de l'économie de carburant, de savoir c'est quoi les meilleures distances pour ça. C'est ça. C'est ça, c'est comme de la drague, c'est comme du NASCAR. Mais c'est ça, on ne peut pas empêcher des ingénieurs de chercher des nouvelles technologies. Mais je vois vraiment pas ça à court terme, même à moyen terme. Là. Puis le suivant en peloton, j'ai déjà posé la question à quelqu'un d'un manufacturier, parce qu'aux États-Unis, ils n'ont pas de train routier. Pourquoi vous ne faites pas juste un train routier? C'est pas mal plus simple que de faire... Je pense qu'il y a des moyens avant ça de sauver l'économie, mais pour les jobs, moi, je pense vraiment pas que... Je pense que ça risque plus d'aider les camionneurs à faire leur travail. Si ça devient presque autonome, ils vont peut-être pouvoir faire d'autres tâches en attendant. Mais c'est sûr que quelqu'un qui veut aussi que son fun, c'est de conduire un camion, ben j'espère qu'on va leur laisser la possibilité de le faire. Là. Ouais. C'est vrai. Si on change un petit peu de registre, oui. Tu as fait partie des comités de sélection des ambassadeurs de l'Association du camionnage du Québec. Oui. Est-ce que comment ce programme-là arrive à affirmer sa pertinence d'année en année? Je peux juste te demander, c'est quoi le programme? Les ambassadeurs de la route. Ouais, en fait, c'est des chauffeurs qui sont... c'est un programme de l'Association du camionnage du Québec qui, tous les 2 ans, s'est renouvelé. Je pense qu'il y a 6 ou 7, autour de 6-7 ambassadeurs. Puis c'est les compagnies qui soumettent le nom d'un de leurs top chauffeurs. Au point de vue conduite, tout est regardé. Comme tu disais, je suis sur le comité de sélection là, depuis quelques années, puis on regarde tout. Ça prend des gens impeccables, non seulement qui ont des dossiers de conduite parfaits,
mais qui sont aussi capables de parler puis d'être positifs face à l'industrie. Donc, c'est un peu ça. C'est des top chauffeurs qui sont sélectionnés pour un mandat de 2 ans. Puis, ils font différentes... sont dans des salons mettons, Salon ExpoCam, sont là. Ils vont dans les écoles pour parler de la sécurité routière. Ah, c'est bon, ça. Parler des métiers. Puis, ta question étant, quelle est la pertinence de... Ben, écoute, c'est la façon pour l'industrie de montrer ce qu'il y a, la crème de ce qu'on a. Puis, justement, de passer le message, c'est quoi l'industrie du camionnage. Même, ça va jusqu'à comment interagir, le partage de la route. Fait que c'est des messagers hyper importants, essentiels. Puis il n'y en a pas juste au Québec. Là. Il y en a en Ontario, il y en a aux États-Unis. Okay. C'est un programme qui est comme probablement qu'il y en a en Europe aussi. Là. C'est ça, ils diffusent l'information, ils font connaître le métier. Puis, idéalement, intéresser des gens à venir travailler dans l'industrie aussi. Est-ce que tu as l'impression que, à travers ça, mais aussi à travers tout le travail chez Transport routier, est-ce qu'il y a beaucoup de chemin à faire envers l'image que parfois la culture, la société veut nous donner un peu négative ou péjorative même peut-être de ce domaine-là? Il y a eu beaucoup de chemin de fait, mais il en reste encore. Puis c'est drôle, je pense qu'on dirait qu'on a la pire image chez nous-mêmes un peu que l'a fait, parce que je crois que c'est Camoroute qui avait fait il y avait un organisme là, qui avait fait un sondage. Puis la perception des gens envers les camionneurs, c'était quand même très, très bon. Là, genre 82%, une très bonne perception. Fait que oui, il y a un problème d'image parce que il reste encore tout le temps la vieille image du camionneur un petit peu pas trop raffiné, puis le camion qui va vite, puis qui colle dans le... Puis il y en a encore, mais je pense que c'est très, très minoritaire. Si vous voyez justement ces gens-là qui sont les ambassadeurs de la route, ou même dans plein de compagnies, là, c'est plus ça l'image. Les camions eux-mêmes, c'est plus le gros camion carré qui sort de la canne. C'est rendu... C'est pas Mad Max. C'est pas Mad Max. Loin de là, c'est de la haute technologie. Il n'y en a plus de boucan qui sort des tuyaux. Là. C'est fini là, avec les nouvelles normes même depuis 2010. Mais il y a tout le temps un petit peu de négatif, parce qu'il y a tout le temps un tarlac qui va aller faire une niaiserie, puis c'est lui que tu vas remarquer. Tu ne remarqueras pas les 200 qui sont corrects. C'est des professionnels de la route. Là. Souvent, c'est eux qui vont éviter l'accident parce qu'ils sont toujours sur la route. Mais je pense que ça ne sera jamais réglé à 100%, mais ça s'est énormément amélioré. Parce que, c'est ça, sécurité routière, le travail de camionneur, c'est pas toujours ce qui a l'air le plus sexy non plus à discuter. Puis le partage d'informations se fait encore plus facilement avec les réseaux sociaux, Facebook. Là, c'est facile il vient d'arriver un événement, je vais prendre mon téléphone, je vais le filmer, sur le coup de l'émotion. Je vais cracher ma rage de l'événement que ça, là, tu viens de toucher tout un point. Là. C'est une nouvelle réalité. Tu peux faire fermer une compagnie de transport, je pense, avec une vidéo sur Facebook. C'est excessivement dangereux. Faites-le pas, là. Faites-le. Ceux qui écoutent, là, faites pas ça, là. C'est pas fin. Mais c'est ça. Tu peux tellement faire bien paraître ta compagnie comme... J'espère que éventuellement, les gens vont faire la distinction là, entre... Il manque un petit peu d'esprit critique sur les médias sociaux. C'est nouveau, puis c'est pas juste dans le camionnage. Non, ça c'est clair. Les policiers, ils passent au cash en tabarouette avec ça. Fait que c'est un peu d'apprendre à vivre avec ces médias-là aussi. Hein. C'est un peu... Des fois, j'ai l'impression que les médias sociaux aussi, c'est un peu terrain pas de bataille, mais un terrain de confrontation entre les gens qui vivent ce travail-là au jour le jour. Donc, les travailleurs, dans le cas ici, les camionneurs ou les répartiteurs ou ceux qui travaillent dans le domaine directement, et ceux qui, un peu comme nous on fait ici, que leur travail influence le travail de ces gens-là. Donc, c'est sûr que ça peut être tentant de dire quelqu'un d'un bureau jamais chauffé de camion, c'est vrai. Ah, ben oui. Je pense des fois, c'est puis des deux bords aussi. Moi, avant de rentrer chez Via Prévention,
J'avais pas vraiment d'idée sur le job de camionneur. J'étais en informatique, un bac en informatique, tu sais, je sais pas. J'ai mon permis de conduire, ça fait 5 ans que j'ai pas chauffé. Je sais pas, là. Fait que, mais oui, puis là, on se rend compte que, OK, là, c'est tough, là. Puis tu te rends compte que c'est vrai que c'est dur de faire de la route, c'est dur de gérer ça. Fait que souvent, les émotions sortent sur les médias sociaux. On se rallie un peu sur une idée commune. On part en guerre un peu contre notre ennemi commun. Là. Ben c'est un gros exutoire, les médias sociaux, parce que c'est caché. Vous êtes plus jeune que moi, pas mal. C'est plus votre génération. Là. Vous êtes capable d'analyser ça pas mal mieux que moi, je suis convaincu. Mais moi, je vois ça, c'est un gros exutoire. C'est facile de sortir de notre frustration. Au lieu d'être constructif, là, le ton Jean-Luc Mongrain x10. Mais sans les arguments, des fois, là, souvent même. Fait que, oui, écoute, c'est une nouvelle réalité. Puis les camionneurs, ils aiment bien ça. Puis même, je veux dire, t'écoutes 98.5, moi j'écoute souvent ça sur la route. Puis les camionneurs ont besoin de parler aussi. C'est souvent eux aussi. Aussitôt qu'un sujet se rapproche un peu de la route, là, puis c'est correct, puis c'est parfait, puis ils embarquent. Puis quand c'est fait avec un ton respectueux, c'est cool aussi. Là. Mais oui, les médias sociaux, c'est une grosse bête à dompter. Là, puis... il y a du super beau comme il y a du à discuter, peut-être. Oui, des fois, le contenu, ce qui est véhiculé, le message, est super bon. Mais il est véhiculé d'une façon tellement spectaculaire que ça n'en perd de sa crédibilité. C'est un peu sensationnaliste. C'est ça. Moi, le sensationnalisme, c'est tellement facile d'émettre une opinion ou de montrer quelque chose sans montrer la partie opposée. Du vrai journalisme, normalement, c'est ça. T'sais. Sinon, ben, t'es dans... C'est pas une éditoriale. Là. Non, c'est ça. Chez Transport routier, en avez-vous des scandales? Est-ce qu'il y en a des... Peut-être pas en lien direct avec les réseaux sociaux, mais des articles qui ont amené pas une grogne, là, ça ne peut pas nécessairement aller jusque-là, mais que ça a resté. On en reparle des années après. Ben, il y en a un, moi, je me suis fait... Premièrement, c'est ça, on est un magazine. Le mandat, c'est d'aider nos lecteurs à faire de meilleures affaires, dans le sens à être plus rentable, être plus sécuritaire. Donc, on est beaucoup un magazine de conseils. Nous, on veut être le vice-président que la petite compagnie n'a pas. Parce que nos lecteurs sont majoritairement des petites flottes de 30, 40, 50 camions. Fait que c'est sûr qu'on n'a pas à la base un contenu polémique. Je me rappelle qu'il y a très longtemps, comment ça avait commencé donc? C'était durant le road check. J'étais allé sur la route, dans une balance, puis voir un peu, faire un reportage sur comment les inspections étaient faites durant le road check. Puis je demande au contrôleur routier qui était là, qui était en charge des médias, parce qu'on était quelques-uns, je dis comment ça fonctionne? Arrêtez-vous tout le monde systématiquement ou vous ciblez ceux qui sont les plus problématiques un peu? Il dit on les cible, il faut qu'on cible, parce qu'il y en a qu'on sait qui n'ont pas de problème. Tout ça. Fait que là, dans un autre cas, là, j'entends un des dirigeants de Contrôle routier Québec dire complètement le contraire. Non, il n'y a pas de ciblage. C'est aléatoire. C'est aléatoire, ça. OK. Fait que là, moi, je fais mon édito là-dessus. Ça fait pas longtemps, peut-être 2-3 ans que je travaillais là. Puis j'en parle à mon boss. Je lui dis, regarde, ça va peut-être brasser un peu, mais c'est correct si je le fais. OK. Fait que je l'écris. Ça a brassé pendant 2 ans. Là. Je l'entendais parler tout le temps. Le VP de la Société d'assurance automobile s'est monté jusqu'à lui. Je pense même que ça a monté jusqu'au président. En tout cas, ça a shaké. Là. Pendant 2-3 ans, je l'entendais parler tout le temps. Je voyais le gars des relations publiques de contrôle routier ou de la SAC. On se croisait de temps en temps. Puis je me rappelle qu'un soir, après une journée de congrès, là, pendant 2 heures au bar, là, à justifier mon affaire. Regarde, c'était à moi de le dire. J'ai donné les 2 points de vue. Il y a un manque de communication dans votre affaire. Ça vous écœure parce que j'ai mis le doigt sur un bobo. Ça, mais ça, c'est celui que je me rappelle. C'est ça, c'est d'avoir mis en lumière
qu'il y avait justement un manque de communication ou un non-respect peut-être? Moi, je me rappelle d'avoir utilisé les mots « est-ce que la ligne de communication, les canaux de communication sont brisés entre Contrôle routier Québec et la SAC. » Ah, quand même, ouais, c'est fort comme... Puis, c'est parce que ça a brassé. Tu parles de deux groupes. Tu parles de la SAC puis de Contrôle routier. Puis à l'époque, le lien était un peu différent. Mais en tout cas, celui-là, je me rappelle. Mais c'est des choses que les gens se posent la question, même dans leur camion. Là, encore aujourd'hui? On donne une formation transport de marchandises dangereuses. Si je suis en Mauricie, ça sera pas la même application. On dirait que c'est pas la même application en Outaouais. Donc c'est-tu la même affaire partout pareil? C'est-tu partout pareil ou chacun décide comment ça fonctionne? Donc, ça a brassé beaucoup en Abitibi il y a une dizaine d'années aussi, là, justement pour les mains. Fait que c'est des sujets comme ça qui vont être un petit peu plus... qui vont faire sauter un petit peu. Mais plus récemment, ce que j'ai reçu le plus de vues et de clics, mais vraiment, là, normalement, si on a, mettons, je sais pas moi, 200 vues, c'est quand même correct. Je pense que j'ai eu, 5000, faudrait que j'aille vérifier. C'est une petite vidéo de 30 secondes dans le camion autonome. Okay. Ça, parce que là, tu as une portée mondiale. Là. C'est plus juste tes lecteurs au Québec qui disent ça. C'est sur ton site web. Fait que ça cliquait, ça voyait de partout dans le monde parce que c'était quand même une première. Fait que ça, oui, ça a eu c'était pas polémique, mais c'est un des sujets, tu sais, ça aide à orienter qu'est-ce qui allume les gens en termes d'information. Fait que même si c'est pas quelque chose qu'on va voir à court terme, les gens aiment suivre l'évolution technologique beaucoup. Okay. Puis finalement, c'était quoi la réponse de la balance? C'est-tu aléatoire ou pas? Oh, écoute, ça n'a jamais été dit officiellement. Ça n'a jamais été dit. Mais je pense que c'est... je m'en viens, là. C'est Jacques Allary, qui est un des fondateurs ici, justement. Oui. Dans sa chronique, ce mois-ci, il en parle exactement le même sujet. Fait que 20 ans plus tard, là, c'est encore là. Écoutez, si quelqu'un qui a une réponse, appelez-nous. Bioprévention.com. On cherche. Ah ouais. Ça serait quoi, selon toi, Steve, le nouvel enjeu ou le prochain enjeu que l'industrie du camionnage va devoir affronter dans les prochaines années? Y en a-t-il en particulier? Ben, c'est déjà commencé, puis c'est pas juste le camionnage, c'est tout ce qui roule sur des routes, c'est la distraction au volant. On sait toutes les causes, surtout les textos, là, puis depuis que les cellulaires les téléphones intelligents sont apparus, ben, le problème est apparu avec. Puis curieusement, c'est la technologie qui cause un problème, puis c'est la technologie qui va aider à régler ce problème-là. En partie, d'après moi, c'est justement les technologies de sécurité active qu'on est en train de voir apparaître. Si tu as les yeux baissés en train de texter, ben tu as le camion qui va probablement freiner de lui-même. C'est vraiment ça, d'après moi, le problème de distraction au volant qui va être à surveiller. Ça va être une espèce d'aide de dernier recours. Si jamais je suis en train de texter, je suis pas supposé le faire, puis qu'il arrive un événement, mon camion va me sauver ou peut sauver la personne qui est en avant du camion. Oui, c'est ça. Exactement, les deux, mais je pense que ce sera encore plus simple, puis il y a sûrement moyen de désactiver la fonction texto quand tu roules. Pourquoi pas? Ouais, c'est pas fou, ça. Tu sais, il y avait ça, là. Il y avait un jeu, là. Il y a des applications que quand tu vas trop vite, mettons, ils arrêtent de fonctionner, tout ça. Oui, ben, il y a un GPS dans ton téléphone. Ben, c'est ça. Donc, tu sais, il faudrait vraiment trouver une façon de... Puis malheureusement, peut-être que la seule façon, ça va être ça, le freinage actif. Peut-être que ça va être ça. Mais là, je me choque. Et là, je dis à tous les auditeurs... Camion, vélo, automobile, autobus, arrêtez de texter au volant. Yeah, on l'a dit, j'ai pas peur de le dire. Ouais. Moi, je prends position aujourd'hui chez Bioprévention, textez pas au volant. C'est dit. C'est bien dit, puis ça devrait être comme ça, mais quand l'humain est c'est fou, là. On est faillible un petit peu là-dessus. Ouais. Moi, je conduis un camion, un véhicule un petit peu plus haut, puis c'est fou les gens que tu vois texter. Là. Ah, parce que tu peux voir en dedans. Ben oui, c'est fou, là. Ah, c'était ça le truc, mettre les chars de police dans des Hummers? Ben, la police a fait ça, hein. Ils ont loué un autobus, puis
pendant quelques heures ou une journée, ils ont fait une patrouille dans un autobus. Ah? Puis ils en ont pogné un paquet, là. Ah, mon Dieu. Ouais. Bon. Ça veut dire que c'était Fait qu'il beaucoup. il pourrait se louer un camion, là, chez un Ouais, locateur c'est ça, de camion pour faire le tour Se comme promener, ça. mettre une petite, Des drones, peut-être. ouais, les drones. Merci beaucoup, Steve, d'être venu faire un tour à l'émission. Ça fait plaisir, très agréable. T'as apprécié l'émission? Absolument. C'est le fun de parler de notre industrie et de tous les sujets qu'on a couverts, en fait. Ah, ben super. Merci, Julien. Merci de ton aide pour cette émission. J'ai vraiment appris plein d'affaires pour de vrai. Je suis content. Je suis comme, mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Les camions qui roulent tout seuls. C'est fourrette. Merci à tous les auditeurs. N'oubliez pas, allez liker la page Facebook de Via Prévention, le compte Twitter de Via Prévention, notre page YouTube où vous pouvez également avoir accès à toutes les vidéos là, de Balado Prévention. C'est ça? 5 étoiles. 5 étoiles sur iTunes. Parce qu'on le mérite. On pense. On pense qu'on le mérite. Ouais, Samuel n'est pas Ouais, sûr. je pense que oui. Oh, on va ça dire va, que ça va. merci tout le monde. Bye bye. À la prochaine. À la prochaine.